Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées auprès des femmes. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Aliénor de Santenac. Aliénor est responsable communication de Lazare. Lazare, c'est une association qui met en place des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. Le but, c'est de recréer du lien social et de donner un tremplin et une deuxième chance à des personnes victimes des accidents de la vie. J'ai découvert Lazare en lisant un de leurs posts sur Facebook complètement par hasard. Un post émouvant où une famille témoignait de son engagement dans ces colocations particulières, en même temps que l'arrivée de leur premier enfant longtemps désiré. Je crois que je n'ai pas été la seule à être émue, vu le nombre de partages et de commentaires concernant ce post. J'ai eu envie d'en savoir plus sur Lazare et je vais laisser Aliénor nous en parler. Cet épisode est dédié à Teresa, qui aura peut-être le bonheur intense d'écouter cet épisode d'ici quelques années. Bonjour Aliénor, comment vas-tu? Bonjour Anne-Laure, très bien. Oui, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. On en discutait juste avant que cette interview commence. J'ai vu que tu travaillais aujourd'hui, que tu étais responsable de la communication chez Lazare. Et j'aimerais en fait que tu nous expliques, en commençant, en nous disant qui tu es. Ouais. Effectivement, moi je suis responsable communication pour l'association Lazare. C'est une association qui fait des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes qui étaient sans abri. Et on a pas mal de maisons en France, on a une dizaine, là, 2 qui viennent d'ouvrir, et quelques-unes à l'étranger jusqu'à Mexico. On vient d'ouvrir à Genève, bientôt Londres, Barcelone. Ouais. Voilà, moi j'ai 30 ans et ça fait 2 ans que je m'occupe de la communication pour ce projet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais, donc tu as commencé, tu avais 28 ans. Comment tu es arrivée chez Lazare? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai eu un parcours assez classique. J'étais à l'EM Lyon, j'ai fait un stage de fin d'études chez L'Oréal et j'ai trouvé ça intéressant, mais vraiment, j'ai senti que j'étais pas du tout appelée à rester dans la boîte. En fait, après le stage de fin d'études, j'ai pas voulu passer des entretiens pour être recrutée. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au Vietnam avec les missions étrangères de Paris. C'est de l'humanitaire, en fait, mais on est envoyé par l'Église Ouais. dans des lieux un peu reculés d'Asie et aussi à Madagascar. Moi, j'étais envoyée au Vietnam dans un village de pêcheurs et donc j'ai passé 6 mois dans un village de pêcheurs avec que des gens qui n'avaient jamais vu d'occidental de leur vie voilà, dans un couvent de 5 sœurs. On était en plein milieu d'un village où personne ne parlait de ma langue. Donc pendant 6 mois, je suis quelqu'un d'assez bavard, mais j'ai fait une bonne retraite en silence et ça m'a bien permis de me poser sur ma vie avant de commencer à travailler. Et en rentrant, j'ai mon ancien manager de stage chez Danone. J'avais fait un stage de césure chez Danone qui m'a rappelé, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant: qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'aimerais bien trouver quelqu'un pour me remplacer. Ouais. Et donc, lui, il était sur un projet intrapreneurial donc chez Danone. C'était de la livraison d'eau à domicile. Il allait passer directeur parce il a peut-être 20 ans de plus que moi. Et il m'a demandé de le remplacer sur le projet. C'était une super opportunité, une boîte que j'aime beaucoup et une équipe que je connaissais déjà. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai fait ça. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était vraiment une super aventure, un projet à faire croître. Une boîte qui est dirigée par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était dirigée par Emmanuel Faber, qui est Ouais, celui qui quelqu'un a fait un discours qui a eu pas mal d'écho, c'est ça? exactement, ouais, exactement, qui avait fait un discours à HEC sur le fait on nous avait toujours appris qu'il y avait une main invisible qui régulait le marché et que si on la laissait faire, tout allait bien. Et en fait, il avait dit, c'était assez fort, en fait, cette main invisible, elle n'existe pas, ou si elle existe, elle est handicapée. En fait, c'est à vous de réfléchir au monde dans lequel vous voulez vivre et ce que vous voulez faire pour ce monde.
Ouais. Euh, Donc, moi, ça m'avait pas mal marqué. Et puis, il a surtout une vision de l'entrepreneuriat ou en tout cas de la création de valeur, qui est qu'on peut créer de la valeur en termes de profit, on peut créer de l'argent sans que ça soit un moins pour la société ou pour la planète. Et que les deux peuvent aller de pair, qu'on peut créer du profit tout en créant de la valeur pour la planète. Je trouvais que c'était hyper intéressant comme vision. C'était des valeurs dans lesquelles je le rejoignais. Ouais. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé travailler chez Danone. En même temps, à côté, j'étais tiraillée par des questions de sens, par la question de ma foi aussi, parce que c'est un environnement où on ne peut pas non plus parler de sa foi complètement ouvertement. Donc je faisais des week-ends avec des enfants handicapés et autres. Et c'est vrai qu'au boulot, il n'y avait pas trop de gens qui faisaient la même chose que moi ou avec qui je pouvais parler de mes questions, mes questionnements perso. Ouais. Et donc, ça a fini par me peser un peu cette double essence, on va dire, de moi chez Danone versus moi le week-end ou en retraite ou en pèlerinage. Ouais. Alors qu'en même temps, Euh, c'était quand même une boîte, les valeurs te correspondaient, mais ça te complétait pas, enfin, ça ouais, correspondait il pas à manquait quelque 100% chose. à. Ouais. Il manquait quelque chose, ouais, effectivement. Je me suis souvent dit que c'était la question du sens. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à se poser de notre âge, là, entre 20 et je sais pas, 35, à se poser des questions sur le sens de notre vie ou de notre travail. Mais en fait, je me suis rendu compte en creusant un peu la question que la question du sens, elle était beaucoup plus complexe en fait que ce qu'on pensait. En fait, dans le sens, il y a plein de choses. Moi, j'avais besoin d'avoir des amis au boulot, j'avais besoin de rigoler plus, j'avais besoin d'être dans un environnement où il y avait des gens d'âge différents, que ce Ouais. soit beaucoup plus intergénérationnel que là. Je trouvais qu'on se ressemblait tous socialement aussi. On avait des backgrounds qui étaient assez similaires. Et alors que moi, le week-end, j'avais l'occasion de voir des personnes trisomiques, des personnes handicapées, enfin de m'ouvrir à d'autres horizons. Et ça me manquait un peu dans mon boulot, de contribuer aux choses qui me tenaient vraiment à cœur. Ça me manquait un peu, même si les challenges étaient là et c'était intéressant. En fait, il y avait plein de choses. Je n'aimais pas trop aussi l'endroit dans lequel je travaillais. Il y avait des fenêtres qu'on ne pouvait pas ouvrir T'étais où? pour des questions. T'étais à la Défense, non? J'étais à Rungis, Ah ouais, ok. en partie Ça se vaut. entre Haussmann et Rungis. Ouais. Et en fait, que ce soit Haussmann ou à Rungis, il y avait ces normes qui faisaient qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, bon, pour éviter des accidents. Mais en fait, moi, ça me pesait parce qu'on vivait avec la clim l'été et le chauffage l'hiver et mon corps ne sentait pas passer les saisons. Donc, en fait, il y avait plein, plein de choses. Et Ouais. donc, j'ai fait un bilan de compétences pour essayer de comprendre tout ce qui me manquait et pour déterrer un peu mes désirs. Ouais. T'as fait Euh, ça avec. Enfin, j'ai c'était fait avec ton entreprise ou t'as fait ça de ton propre chef? Non, j'ai fait ça de mon propre chef. En fait, j'avais lu le bouquin d'une nana qui s'appelle Claire de Saint-Lager, Ouais. qui parle beaucoup de la féminité et qui accompagne les femmes. En fait, je me suis rendu compte qu'elle avait créé une école, une sorte d'école de formation sur plein de sujets et qu'elle était en train de lancer un thème, enfin, qu'elle était en train de lancer une équipe sur la question de la vocation et de la mission. Ouais. Et donc je me suis dit, là, bah, c'est le moment. Je me suis inscrite. C'était la première fois qu'elle faisait ça. On était 10 femmes à être accompagnées. Et donc, elle nous a fait bosser sur nos désirs, sur nos peurs, sur notre mission de vie. Ouais. Et il y a des exos très concrets pour écrire sa mission de vie, notamment un exercice qui s'appelle l'ikigai, qui Ouais, m'a je pas connais. mal aidée. Et en relisant mes notes, d'ailleurs, je les ai relues il n'y a pas longtemps, j'ai lu que j'avais écrit que moi, ma mission de vie, c'était de trouver des solutions entrepreneuriales et innovantes à un besoin de création de liens sociaux. D'accord. Donc, sur le coup, moi, enfin, je l'avais écrite comme ça, sans connaître même Lazare. Et en fait, aujourd'hui, quand je me repenche un peu sur mon parcours, je me rends compte que c'était vraiment ça. C'est vraiment ma mission de vie. Et donc là, t'as fait ce bilan de compétences. Et qu'est-ce qui se Ouais. passe après? Donc, on arrive à janvier. Donc, janvier 2000, enfin, on allait passer à la nouvelle année entre 2018 et 2019. Là, moi, comme je suis croyante, je me suis dit, en fait, là, j'ai mis tous les moyens humains sur le sujet, j'ai investi sur mon projet, je me suis fait accompagner par une coach et tout. J'ai vraiment envie de passer cette nouvelle année en confiant tout ça à Dieu. Ouais. Euh, et du coup, j'avais été invitée à un super réveillon avec plein de copains à la campagne et j'ai dit non, j'ai vraiment beaucoup hésité. Et je me suis dit non, je vais rejoindre un pèlerinage qu'elle est à Medjugorje en Bosnie, donc c'est un lieu d'apparition mariale.
Et j'ai fait ça. J'ai pris une semaine pour aller en car en Bosnie. Enfin, c'était un peu lunaire, mais c'était C'est génial. l'expédition, quoi. Ouais, une super expédition. On est rentré sous la neige. On a failli pas pouvoir rentrer. Enfin, c'était incroyable. Mais je me souviens que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu une discussion avec le prêtre qui nous accompagnait. Je lui parlais de mon projet professionnel et j'étais en train un peu de rebasculer. En fait, j'avais identifié mes besoins, mes désirs, etc. Mais je n'avais pas fait une croix sur Danone. Donc, je me disais finalement, il faut que je creuse la question de l'entrepreneuriat social chez Danone. Ouais. Et donc, j'étais un peu en train de me dire finalement, ce n'est pas forcément l'associatif ou l'entrepreneuriat social et solidaire qu'il me faut. Et donc, j'étais vraiment sur une ligne de crête entre les deux. Et en discutant avec lui, et je lui disais, mais en fait, j'ai pas envie d'être mal payée, de vivre dans un endroit pas beau. Enfin, en fait, j'ai aussi ces besoins-là. Et j'ai envie de continuer à aller au ski avec mes copains. Enfin, j'ai pas envie non plus de m'oublier complètement, en fait, en termes de personnes. Enfin, je veux donner ma vie, mais pas n'importe comment. Ouais. Et il m'a dit, mais tu sais, tes désirs, ils sont beaux, ils sont super importants. Tu as envie d'apporter quelque chose au monde. Et en fait, c'est super important que tu regardes ça et que tu le prennes en compte. Et toutes les assos ne payent pas au SMIC. Enfin, tu peux développer tes compétences et ils ont besoin de tes compétences. Et en fait, il y a des assos qui bossent de façon pro sur les enjeux d'aujourd'hui. On a besoin de gens comme toi. Donc, fais pas non plus un trait là-dessus de façon ferme. Voilà, On je est me loin du. souviens. Désolée, je te coupe, mais là, spontanément, Ouais, on est loin du cliché du prêtre complètement ouais. déconnecté de ce qui se passe dans la société. Enfin, vu ce qu'il te dit, t'as envie de dire, ouais, il est calé, quoi. Bah, complètement. Et en fait, surtout, moi, en fait, j'ai toujours été croyante, mais si tu veux, je me suis approprié ma foi en allant à l'étranger, à Shanghai, en vivant au Vietnam, en vivant au Canada et en étant en école de commerce. Parce qu'en fait, il y a des moments où c'est plus une question de j'ai toujours été à la messe, donc je vais à la messe. C'est Ouais. vraiment une question de, en fait, qui est Dieu, comment je le comprends. Et moi, j'avais des fausses idées de Dieu, un peu, c'est un peu la foi traditionnelle, où je me dis, bah, c'est mon devoir d'État d'être chez Danone, donc il faut que je sois chez Danone parce qu'il m'a mis là et que du coup, il faut que je remplisse mon rôle à fond sans demander plus, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il veut notre bonheur sur Terre, il nous a créés pour une mission particulière euh, et, euh, et c'est pas du tout antinomique avec le fait de bosser sur soi avec des coachs pas du tout croyants. Enfin, en fait, tout va de pair, en fait, tout nous mène sur ce chemin-là. Donc, j'ai vraiment mis tous ces enjeux. Bah, j'ai pris ce temps un peu spi, j'en ai parlé avec un prêtre, mais j'ai aussi vu des coachs. Et après, j'ai rencontré des gens chez Danone qui faisaient des boulots un peu différents en me disant, je vais finir par avoir un déclic. Je me souviens que ce jour-là, ce prêtre m'avait dit, tu vas méditer le psaume 130 qui dit Je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme tranquille et silencieuse comme un enfant contre sa mère, espère Israël, espère le Seigneur. Donc, j'ai réfléchi un peu sur ce thème, enfin, sur ce texte qui est très beau. Puis j'ai continué ma route, je suis allée faire des week-ends d'exploration avec Ticket for Change, j'ai continué à bosser un peu sur ça, j'ai rencontré des gens, enfin voilà, j'ai suivi ma feuille de route sans vraiment de déclic. À côté de ça, j'ai pu partir au Bangladesh avec Danone, donc bosser sur des projets entrepreneuriaux pour les aider à monter des business là-bas. Ouais. Et j'avais mon propre business qu'il fallait que j'aboutisse. On changeait d'entrepôt, j'avais ma croissance à délivrer et on changeait de service client. Enfin, j'avais plein de projets qui allaient aboutir fin avril. Donc là, j'étais à fond et enfin, vraiment, j'étais épuisée à la fin. Mais on a quand même Et l'impression, beau soutien de Danone quand même ah dans ta ouais, quête de incroyable. toi, quoi. Enfin, dans cette quête de Ouais. soi, on a l'impression qu'ils t'ont quand même. Ah ouais, franchement, Ouais. ils étaient. Enfin, moi c'est une boîte que j'aime beaucoup et je suis encore hyper en lien avec eux. Moi, enfin, vraiment, j'ai aucune rancœur. Ouais, enfin, ils m'ont mis un super manager bon, qui allait partir à la fin de. En fait, ça m'a libérée aussi parce que Antoine, que j'aimais beaucoup, allait partir en juin. En fait, il me l'a annoncé en avril, je pense, quelques mois avant. Donc, en fait, moi, je m'étais dit, bon, bah, tant que j'ai un bon manager, tant que mes projets avancent, etc., je reste là, finalement. Donc j'étais un peu en train de faire la marche arrière en me disant bah, finalement tout ce que je voulais, ils me l'ont donné.
Ouais. Et puis, ils m'ont dit à un moment, mais on t'a mis dans les talents de la boîte pour que tu aies le poste que tu veux. Enfin, donc, en fait, on te mettra en priorité sur ces postes-là. Et j'avais rien demandé. Enfin, en fait, ils m'ont vraiment accompagnée pour me garder et aussi pour que je trouve vraiment ce que je voulais. Mais c'est juste que j'attendais un déclic qui n'est pas arrivé. Et du coup, à la fin, je suis allée voir mon manager, donc Antoine, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre 3 semaines de congé? Je pose tous mes congés là. Et j'ai une amie qui veut qu'on aille marcher ensemble. Elle changeait de boîte aussi. Et moi, j'ai besoin de ces 3 semaines pour réfléchir et j'ai envie d'aller marcher. Et donc, j'allais à Assise, en Italie. Ouais. À la base, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. En plus, l'Italie, c'était sympa parce qu'il commençait déjà à faire un peu chaud. Et puis, le chemin de Saint-Jacques, j'avais pas envie de me le spoiler en faisant les 3 dernières semaines. J'ai envie de le faire un jour en entier. Donc, voilà, c'était un peu un concours de circonstances. Et puis, en fait, je me suis dit, je vais y aller, mais pas n'importe comment. Je vais demander à Saint-François de m'aider à retrouver mon énergie, de m'aider sur mon projet pro. Et puis, voilà, j'avais deux, trois choses à lui demander, Tu veux dire comme que ça. c'est poser une intention avant de faire Ouais, cette marche? ouais, Ouais. ouais. Me dire, en fait, qu'est-ce que j'attends de cette marche et j'ai pas envie de la faire n'importe comment. Et donc, j'ai Saint-François d'Assise, donc pour l'histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un saint que j'aime bien, qui était fils d'un drapier assez riche italien au Moyen-Âge. Et en fait, un jour, il a tout quitté, il a eu un déclic, en fait, il a été embrassé un lépreux, alors qu'il était un peu, ça le rebutait un peu. Il a fait cet acte, en fait, d'amour qui l'a fait un peu surmonter sa peur. Et puis, il a donné sa vie au Christ en devenant prêtre. Il a fondé un ordre mendiant qui est au service des pauvres, où lui-même n'a rien. En fait, il possède rien, ils dorment même pas sur un lit et ils vont mendier leur nourriture de village en village. Donc, c'est les franciscains. Ouais. Donc, voilà, Saint François, c'est vraiment quelqu'un c'est le pauvre d'Assise, quelqu'un qui était riche et qui a tout donné. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Et voilà, en rentrant ces 3 semaines à Assise, il y avait clairement un truc qui me manquait, c'était l'énergie. J'avais plus envie de me lever pour aller chez Danone, ce qui m'était jamais arrivé depuis 3 ans. Et en fait, on peut se dire, bon, bah, ça y est, je suis devenue paresseuse, c'est que j'ai pris trop de vacances, etc. Donc ça, c'est notre petite voix qui me dit ça. Et en même temps, moi, je me connaissais suffisamment grâce à tout ce que j'avais fait avec des coachs, etc., pour savoir que j'étais quelqu'un qui avait de l'énergie quand ça valait le coup et quand j'étais au bon endroit. Donc je me suis dit, bah, là, c'est que je suis plus au bon endroit. Et donc, il faut que je parte. Et donc, je suis allée voir Antoine. Il m'avait dit, tu me préviens, enfin, il sentait que j'étais un peu sur le départ. Enfin, en tout cas, que je me posais beaucoup de questions. Il m'a dit, bah, si tu pars, tu nous dis quand même 2, 3 mois avant pour qu'on ait le temps de se retourner. Donc, Ouais. on était début juin. Je lui ai dit, bah, voilà, il faut que vous me remplaciez pour septembre. Peut-être que je vais rester chez Danone sur autre chose. Mais je sens qu'en septembre, je serai plus prête là à faire une autre entrée en fait. Chez Danone, je peux porter le projet, j'ai encore la force de le transmettre à quelqu'un d'autre, mais il faut que vous me remplaciez. Il m'a entendu et moi, du coup, je savais pas du tout pourquoi j'avais fait ça, quoi. Je savais pas ce qui allait tomber, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Tu t'es senti comment après avoir verbalisé le fait de dire je m'en vais? Ça a été un peu une épreuve de foi, on va dire. En fait, je me dis, bah, moralement, il fallait que je lui dise parce que moi, j'aime pas, je peux pas faire semblant et cacher des choses comme ça. Surtout que, enfin, je voulais pas du tout les mettre mal au niveau enfin, je voulais pas partir en faisant mal les choses. Donc, Ouais. j'étais soulagée de l'avoir dit. En même temps, il restait tout à faire parce que j'avais pas de projet derrière. À ce moment-là, tu as Ouais, 28 ans, tu démissionnes de Danone ouais. sans concrètement aucun projet derrière, même si tu as Mm. des envies. Et ton Ouais. entourage, tes parents, tout le monde te soutient? J'en ai pas parlé, je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. En fait, là, c'était une première étape orale. Et puis, en fait, en vrai, je me voyais pas commencer à chercher du boulot sur des plateformes alors que j'étais déjà en poste. Enfin, en fait, dans ma tête, je me dis, je vais pas. Enfin, j'arrivais pas, j'ai commencé à essayer, mais en fait, j'étais encore à temps plein sur mon poste. Enfin, je me voyais pas Ouais. me mettre en recherche de boulot. Donc, en fait, j'étais un peu dans une situation bloquée. Où je me suis dit, en fait, là,
c'était un peu une épreuve de foi. Je me suis dit, mais en fait, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai dédié mon année à ça. J'ai mis tout ce que j'avais spirituellement, mon intellect. J'ai développé mon réseau. J'ai rencontré plein de gens. Je me suis posé plein de questions. Là, en fait, il faut juste qu'il y ait quelque chose qui émerge. Ouais. Et en fait, depuis le début, moi, depuis longtemps, je suis assez passionnée des personnes handicapées. Et du coup, j'étais persuadée que j'allais travailler là-dedans. Donc, je commençais un peu à regarder ce qui se faisait. Il y a les cafés joyeux, il y a plein de choses. Ouais. Et en fait, c'est une offre de remplacement de congé mat qui est sortie sur Facebook. Il n'y avait rien en plus dedans. Il n'y avait ni la durée, enfin, voilà, je vois cette offre. Je me dis, bon, bah, c'est à Nantes, c'est pas du tout pour moi. Mais quand même un peu interpellée. Et puis, ma coloc me la renvoie aussi en me disant, tiens, c'est pour toi. J'ai vu ça. Donc là, je reconsidère la question et puis j'envoie un texto à une de mes amies qui bossait pour Lazare, donc les colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. J'envoie un texto à Sybille, je lui dis c'est sympa votre offre, mais c'est dommage que ce soit un CDD, que ce soit à Nantes, je vais perdre mon appartement, enfin je vais tout perdre en fait. Et elle m'a dit mais non, mais postule. Et elle m'a dit bon, je t'appelle, j'arrive à Madrid parce elle développe Lazare à l'étranger. J'atterris à Madrid, je t'appelle. Donc là, elle m'appelle, je lui dis, bah voilà, c'est bien, mais je vais être mal payée, ça va pas être intéressant, parce que la tête de l'offre me donnait pas très envie, il n'y avait rien dedans. C'était un remplacement de congé mat. Moi, j'aime bien créer des choses, mais j'aime pas maintenir l'existence. Je suis vraiment pas bonne à ça. Enfin, j'avais plein de blocages et elle m'a dit, non, mais alors déjà, tu vas pas être mal payée parce qu'en fait, nous, on est vraiment payés enfin, ce qui nous permet de vivre et d'être motivé pour travailler. Donc, tu vas sûrement moins gagner chez Danone, mais en fait, ce sera pas le SMIC non plus. Donc, pas d'inquiétude. Deuxième chose, tu perds pas ton appartement à Paris, tu vas le sous-louer pendant 6 mois. Et moi, ma petite sœur, elle arrive à Paris, je suis sûre qu'elle te le récupère. Euh, et puis, euh, et puis troisièmement, en fait, ça va pas du tout être inintéressant parce qu'on veut refondre toute la com. On est accompagné par Michel Augustin, par Emmanuel Faber, par plein de PDG super intéressants. On a un super réseau. Ça va pas du tout être inintéressant. Et du coup, là, en fait, elle a déboîté une à une toutes mes peurs. Ouais, Et toutes tes donc, croyances. exactement toutes mes croyances limitantes, toutes mes raisons de ne pas y aller, en fait, que je m'étais un peu échafaudée direct. Et en fait, j'avais zéro raison de ne pas aller passer l'entretien. Au moins, ne pas postuler, en fait. Et donc, le vendredi suivant, j'étais à Lazare, devant Loïc, dans son bureau. Ouais. Attends, alors Loïc, c'est le fondateur, c'est ça? Loïc, non, c'est le délégué général. Ok, Donc, c'est notre directeur, en fait. d'accord. Lui, il a été famille responsable à Lazare pendant 5 ans. Il était avocat. Et il est devenu, aujourd'hui, c'est notre directeur. Donc là, tu as eu cet entretien. Ouais. Donc, en gros, tu as été prise pour ce remplacement de congé maternité. En fait, Et c'est marrant parce que je me suis sentie tout de suite chez moi. Et puis surtout, en fait, on avait la même vision de la com et de l'asso. Et j'ai vraiment, enfin, ça a été vraiment une évidence dans le bureau. Il devait me faire passer un deuxième entretien normalement parce qu'il y avait d'autres candidats. Et finalement, il m'a rappelé très vite après en me disant que j'avais pas besoin de revenir à Nantes et qu'il me prenait si je venais. ouais, Et en plus, Sybille m'a fait visiter. Donc, les bureaux sont à Nantes. Le siège est à Nantes, mais en bas de la maison, la première maison de Nantes, où il y a 45 personnes, il y a 3 colocs, etc. Et donc, Sybille m'a dit, bah, tant que tu es là, je vais te faire visiter l'appartement des filles. Donc, je suis montée, j'ai visité l'appartement des filles qui était super beau, hyper lumineux. Il y avait 200 mètres carrés. Elles étaient 8 à habiter ensemble. Ça avait l'air super sympa. J'ai rencontré Freddy, qui est une femme qui a 54 ans, qui est hyper chaleureuse. Et on a passé 2 heures à papoter devant la maison sur le banc. Et en fait, euh, et en fait quand Loïc m'a dit OK pour le poste, je me suis dit, en fait, j'ai envie de postuler pour devenir coloc aussi. d'accord. Donc, tout s'est enchaîné. Je suis allée poser ma DEM officielle auprès de ma RH, Ouais. qui, sur le coup, m'a dit, mais c'est dommage, j'avais prévu de te faire passer un grade, tu aurais eu une promotion, etc. Vraiment, tu es sûre de ce que tu fais. Et moi, je lui ai parlé du projet de Lazare. Elle a été hyper séduite. Puis moi, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'en parlais. Donc en fait, elle a fini par me dire, mais c'est vrai, tu as raison. Il faut que tu témoignes auprès de tes collègues, que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je rêve de monter une école Montessori. En fait, on se rend compte que nos rêves, ils trouvent un écho chez les autres. Ouais. Parce qu'on a tous des choses qu'on n'ose pas encore mettre en place et qu'on porte en nous.
Et puis ce jour-là, le soir, je suis allée à une veillée de prière. Et ce qui a été beau, c'est que j'ai entendu ce psaume qu'on m'avait demandé de méditer 6 mois avant à Medjugorje, qui disait je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme tranquille et silencieuse comme un enfant contre sa mère. Et c'était un psaume chanté, donc ils ont chanté ça. Moi, je ne connaissais même pas le chant, je ne savais pas qu'il y avait un chant de ce psaume. Et donc, ça a vraiment fait écho à cette discussion avec le prêtre. Mais j'avais déjà posé mon choix, c'était juste un petit signe de confirmation. Ouais, que tu étais alignée, que tu étais à Que ta j'étais place. alignée. Mais en fait, tout a pris un sens à ce moment-là parce que moi, je pensais que je m'occuperais des personnes handicapées. Je vais pèleriner, je vais faire un pèlerinage à Assise. Finalement, c'est un truc pour les personnes de la rue qui me tombent dessus, alors qu'on se parle quand même d'un saint qui a donné sa vie pour les pauvres. Elle me dit témoigne auprès de tes collègues. Et c'est vrai que j'ai tiré un petit papier à cette veillée de prière où bon, c'est un truc qu'on fait parfois. Je tire un petit papier et c'est une phrase de la Bible qui dit « Je fais de toi un témoin pour les peuples ». Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un super pot de départ, que tout le monde comprenne ce que je fais, parce que ça peut vraiment les faire réfléchir, leur donner envie de faire quelque chose aussi. Et mon pot de départ, j'ai eu la chance de le faire avec un gars qui était au comité de direction. Ouais. En partant en même temps, il m'a demandé si je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc en fait, il y avait toute la boîte. Donc, moi, je pense que si j'avais fait mon pot de départ tout seul, il y aurait eu juste mes collègues. Mais là il y avait vraiment tout le monde, quoi, du DG. Et donc, j'ai pu faire un discours que j'avais bien écrit. J'avais pris le temps d'écrire parce que c'était important. Et même un an après, il y a une fille que je ne connaissais pas que j'ai croisée à un mariage qui m'a dit « Mais j'étais à ton pot de départ, donc tu ne me connais pas, mais moi, je venais d'arriver chez Danone et ça m'a vachement marqué. » J'ai encore pas mal de collègues qui m'en parlent, qui veulent. Il y en a une qui voulait postuler à Nantes hein, en tant que coloc. Ouais. Donc je sens que ça mûrit vraiment. Et j'ai mon ancien DG qui m'a proposé d'aller faire un témoignage aussi chez lui pour des scouts. Voilà. Et puis ça va peut-être aussi, ça peut qu'inspirer aussi l'intrapreneuriat que tu peux avoir chez Danone. Enfin, tu es une belle preuve qu'on peut soutenir ses salariés et les pousser à mieux se... Enfin, je veux dire, tu peux faire ta mission au sein d'une entreprise tout en partant à la découverte de toi-même pour trouver quelle est ta mission de vie et insuffler voilà, plus de valeur, plus de sens dans ce que tu fais. C'est vraiment un bel exemple. Est-ce que tu peux nous raconter en fait Lazare pour les gens qui n'ont jamais entendu parler parce que tu as parlé d'appartements de filles, de colocation. Enfin voilà, explique-nous. Alors Lazare, c'est très très simple. Donc c'est un système de colocation solidaire entre jeunes actifs et personnes qui sont dans la rue. En fait, c'est une expérience qui a commencé en 2006. Donc deux jeunes qui ont eu la même intuition au même moment de se mettre en coloc dans un appartement avec des personnes de la rue. Donc à l'origine, il y avait Karim, Rabat, Yves, Martin et Étienne. Donc ça, c'était 5 jeunes. Donc c'était une coloc au Blanc Manteau à Paris. Et ils ont trouvé que cette expérience était tellement enrichissante, pas que pour les gars de la rue qui retrouvaient un réseau, qui pouvaient se relever, qui sortaient de la rue d'ailleurs, mais aussi pour eux, jeunes actifs, qui en fait avaient énormément de choses à apprendre en simplicité, en liberté, en petit acte d'amour de ces personnes qui avaient vécu seules et isolées. Et qu'ils ont eu envie de proposer à d'autres de vivre la même expérience qu'eux. Et donc, ce modèle s'est un peu dupliqué. Donc, il y en a à Paris. À Paris, c'est l'Association pour l'amitié, donc l'APA. Et on a aussi développé une deuxième association qui s'appelle Lazare. Et du coup, c'est la province et l'étranger. D'accord. Et donc, c'est des colocs, en fait, c'est ça? C'est des colocs, ouais. En fait, c'est des maisons, exactement, dans lesquelles il y a plusieurs colocations. Donc, en fait, une maison, il peut y avoir 45 personnes, comme là à Nantes. Moi, la maison dans laquelle j'ai habité, il y avait une coloc de femmes, 2 colocs d'hommes, il y avait des studios. Et au sein de chaque maison, il y a une famille responsable qui s'engage bénévolement pendant 3 ans. Ils vivent dans la maison aussi. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, tu t'engages à être là et être responsable. Donc, ça veut dire gérer, j'imagine, pas mal de trucs dans une maison où potentiellement tu as 45 personnes. Exactement. En fait, il y a une famille qui vit avec tous ses enfants dans un appartement donc, au sein de la maison. Donc, c'est comme une coloc en plus, on va dire.
Et c'est des gens qui gardent leur boulot, hein. Là, Eric, à Nantes, il est ingénieur. Enfin, voilà, ils ont des boîtes, etc. Mais à côté de ça, en fait, ils font passer les entretiens parce qu'il y a il y a des discussions quand même avec les gens avant de rentrer dans la maison pour comprendre leur parcours, bien leur expliquer le projet, savoir s'ils comprennent les règles, etc. Donc, ils font passer les entretiens et puis ils sont garants de la charte, de l'esprit de la maison. Donc, c'est un peu les référents, quoi. C'est un peu c'est pas les parents de la maison, mais presque. Et au-delà de ça, en fait, ils sont simplement une famille unie, heureuse au sein d'une maison, avec ses joies, ses peines, ses petits challenges. Et ça, c'est super important. C'est presque, en fait, c'est ce qu'ils font de plus important, c'est d'être simplement une famille et de montrer que la famille, c'est pas qu'un lieu de souffrance, parce que c'est l'image qu'ont beaucoup de colocs qui ont été à la rue. Et donc, en gros, tu partages, je crois que j'avais lu ça, tu as au moins un repas par semaine qu'on passe tous ensemble, c'est ça? Ouais, en fait, quand tu rentres en coloc à Lazare, donc toi, tu rentres dans ta coloc, tu rentres pas enfin, tu as la maison qui est autour, mais les cellules de vie, on va dire, c'est les colocs à l'intérieur. Donc, c'est des colocs de 6 à 9 personnes, Ouais, non mixtes. ouais, Pour moitié, c'est des personnes qui sortent de la rue et pour moitié, c'est des jeunes actifs qui ont un boulot, ouais. de 25 à 35 ans. Et donc, on s'engage vis-à-vis de notre coloc à être là au moins une fois par semaine pour le dîner de coloc. Donc, c'est un soir précis. Nous, c'était le jeudi. Et donc, tous les jeudis à 20h, il faut être là. Et puis, c'est d'autres personnes de la coloc qui ont préparé le dîner et qui ont fait les courses, etc. Donc, ça, c'est un premier engagement. Un deuxième engagement, c'est de faire le service de ménage de la coloc, service de ménage ou autre, les courses, etc. Donc, on a chacun un petit service à rendre, la compta. On a un pot commun en fait avec lequel on fait les courses. Et la dernière chose, vis-à-vis de l'asso, on s'engage à payer son loyer. Parce qu'en fait, tout le monde paye un loyer. Donc, il y a les jeunes actifs. Et puis, il y a les personnes qui sortent de la rue. On les aide à refaire leurs papiers. Elles peuvent toucher leur RSA et des APL qui leur permettent de payer un petit loyer de 320 euros plus 80 euros pour le pot commun pour les courses. Donc, en fait, une fois qu'on a payé ça, on a de quoi vivre pendant un mois. Alors, et ça, le fait d'aider ces anciens sans-abri, c'est Lazare qui s'en occupe ou c'est les colocataires qui s'engagent à les aider? Non, alors les colocs, ils ne s'engagent pas du tout à aider leurs colocataires. En fait, nous, on est vraiment sur un plan horizontal, on va dire. Et tu veux, on est tous colocs au même titre. Tout le monde paye son loyer, tout le monde fait ses D'accord. services. Enfin, il n'y a pas d'aider, aidant, il n'y a pas d'accueilli, accueillant. C'est vraiment, on est juste coloc, quoi. On n'est pas là pour refaire le CV de son coloc, pour l'aider dans sa vie. Enfin, on est là pour être avec et vivre avec. Et en fait, du coup, nous, on aide, c'est l'association qui va aider les personnes à refaire leurs papiers. On a un travailleur social qui passe une journée par semaine dans chacune de nos maisons. Donc enfin, en fait, les gens à la rue, ils ont tous un travailleur social normalement qui les suit, hein. On s'est juste rendu compte que, en fait, une fois que les gens étaient à Lazare, le travailleur social se disait qu'il était un peu, enfin, que ça allait, et puis la personne fait moins appel à lui. Enfin, voilà, la relation se distance souvent. Et du coup, on a proposé qu'il y ait le travailleur social de Lazare qui soit là une fois par semaine pour les aider quand il y a des sujets. Et, voilà. Et le fait de payer un loyer, c'est super important parce que ça responsabilise les gens. Et puis, ça permet aussi à l'association d'être autonome une fois que les maisons sont créées. Alors, et j'ai une question aussi, c'est si moi, par exemple, si j'étais célibataire ou je vais Ouais. rentrer dans une coloc, je vais être en Ouais. coloc avec des femmes qui ont vécu la rue ou je vais être, enfin, tu vois, comment vous faites les compositions? Ouais, bien sûr. En fait, une coloc, c'est 6 à 9 personnes dont la moitié était à la rue. Ok, Et donc, la colocation, c'est juste comme une colocation normale. En fait, c'est un appart qui va faire 150 ou 200 mètres carrés, dans lequel il y a 8 chambres, s'il y a 8 colocs. Et puis, des parties communes, la cuisine, le salon, les salles de bain, enfin, tout ça, quoi. d'accord. On vit vraiment dans le même espace. Et je lisais aussi, quand je faisais un peu des recherches sur Lazare, c'est que donc là, il y a eu quand même des nouvelles ouvertures dans pas mal de villes, il me semble. Je pense Ouais. à Valence, peut-être une autre maison qui a ouvert à Marseille, non? Mm. En fait, non, Valence, ouais, elle a été ouverte il y a 2 ans. D'accord. On avait 8 maisons là en France, donc Lille, Angers, Toulouse,
Nantes, il y avait Lyon, enfin, voilà, dans pas mal de grandes villes en France. Et on vient d'ouvrir à Marseille, effectivement, là en septembre. On a ouvert à Bordeaux. Ouais. Et puis, on a ouvert une deuxième maison à Nantes. Et ce que je lisais aussi, c'est qu'il y a certaines villes, vous êtes presque obligé de refuser du monde, alors qu'il y a d'autres villes où c'est plus compliqué de recruter des colocs ou des Ouais, familles responsables. ouais, en fait, donc on fait pas mal de com aussi parce que ça nous permet de trouver des jeunes pros qui ont envie de vivre cette vie-là. Et on a besoin de familles qui s'engagent pour 3 ans et ça se trouve pas, Ouais. ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais en fait, effectivement, il y a des villes où c'est tellement dynamique qu'en fait, bah, on a des listes d'attente, quoi. Je crois qu'il y avait 6 familles qui avaient postulé peut-être à Nantes là. Et à Marseille, on avait au moins 2, 3 familles, voire un peu plus, je pense. D'accord. Et du coup, voilà, on discerne avec eux ce qui est bon et parfois on doit faire un choix. Il y a des villes où c'est un peu plus compliqué, mais ça dépend. En fait, ça dépend vachement de. C'est des périodes. À Angers, il y a 2 ans, on avait du mal. Là, on a trop de. Enfin, on a plein de colocs. Marseille, on avait déjà essayé de lancer et on avait du mal à recruter des gens, mais là, on a rempli la maison avant même qu'elle ouvre. Ça dépend. Ça dépend. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, toi aussi, tu as intégré pendant un moment une colocation alors. Ouais, ouais, moi j'ai vécu 1 an en colocation à Nantes, donc je travaillais en bas. J'avais des trajets super courts parce que Ouais. j'ai fallu que je descende juste un escalier. J'ai fait ça pendant 1 an. Raconte-nous, ça t'a conforté, j'imagine, dans ton choix. Ouais, Quelle expérience ça a été de vivre ça? bah, c'est une expérience enfin, qui est libérante, moi je trouve. En fait, quelque chose que j'apprends à Lazare et encore aujourd'hui, hein, parce que je suis hyper en contact tous les jours avec les colocs, j'apprends vraiment la liberté. C'est un parcours que j'avais déjà commencé à faire en cherchant ma vie pro et en me demandant vraiment ce que Dieu voulait pour ma vie. Mais c'est quelque chose que je ressens encore plus là à Lazare parce que en fait, c'est des gens, des colocs qui ont vécu la rue, qui n'ont rien à perdre. Et du coup, ils ont une forme de liberté qui est énorme en fait. Même quand je les fais témoigner, je vois bien, il y a une différence entre les gars qui sortent de la rue et les jeunes actifs. Les jeunes actifs, ils se posent plus de questions, ils se demandent si c'est vraiment leur rôle de témoigner, etc. La personne de la rue, si elle est OK pour parler de sa vie, il y a pas de tabou, quoi. Ouais. Euh, elle est- Enfin, voilà, il y a rien à cacher. Euh, ouais, il y a rien à. T'as tout à gagner, quoi, à créer du lien. Et puis, c'est des personnes qui ont des attentions hyper délicates parce qu'ils n'ont pas un réseau social hyper étendu et puis que surtout, ils connaissent la valeur d'un sourire, d'un bonjour, d'un cadeau. Là, il y a une coloc qui a reçu un cadeau. J'avais entendu parler d'une coloc qui a donné un petit cadeau pour son anniversaire à quelqu'un qui lui a dit, mais donc c'est Patrick, qui lui a dit, en fait, ça fait 7 ans qu'on ne m'a pas fait de cadeau. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas reçu de cadeau. On a fait un séjour l'année dernière dans le Lot-et-Garonne. On a emmené des gars, des amis là, de Nantes et des gars de la rue aussi, des gens qui sont encore à la rue. Il y a Thierry qui nous a dit, bah, moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas pris de vacances. Je n'avais pas eu de vacances. Et ça faisait 30 ans que je ne m'étais pas baignée. Michou, qui a été à la montagne aussi avec ses colocs, ça faisait 46 ans que je n'avais pas vu la montagne. Enfin, ça paraît dingue, mais en fait, on retrouve la saveur de toutes ces petites choses qui nous paraissent normales parce qu'on le fait de temps en temps. Et Et en fait, ouais. ces anciens sans-abri qui sont hébergés donc par Lazare, le Ouais. but, c'est que il ou elle reste un certain temps et qu'après, ils volent de leurs propres ailes. Enfin, tu vois, en fait, en gros, comment tu dis à un locataire, bon, bah, maintenant, tu peux te débrouiller tout seul, il faut laisser de la place pour les autres. Enfin, tu vois, est-ce que tu n'as pas envie de rester toujours dans une maison Lazare aussi? Ouais, en fait, c'est très variable. C'est vraiment variable. Ça dépend de l'âge de la personne, sa capacité à retravailler, comment elle se sent à Lazare et puis comment elle évolue.
En fait, tous les ans, les familles responsables font passer un entretien, enfin, on appelle ça un entretien, mais c'est surtout une discussion à tous les colloques en individuel, les jeunes actifs et les personnes qui ont connu la rue. Et ils font le point un peu sur leur vie à Lazare, sur leurs projets, sur ce que ça leur apporte, leurs difficultés, etc. Et ça permet de jauger un peu où en est la personne. Et en fait, nous, il n'y a pas de temps, si tu veux, il n'y a pas de temps limite. Ouais. Il y a Freddy là, qui vit dans la maison de Nantes depuis 6 ans et qui dit, mais en fait, moi, je ne retravaillerai jamais. Je suis heureuse ici et j'ai envie de mourir ici, en fait. Enfin, j'ai envie de finir mes jours à Lazare. Ouais. Et en fait, c'est pas un sujet. On ne va jamais la mettre dehors en lui disant, bah, maintenant, ça suffit, il faut que tu voles de tes propres ailes. En fait, elle le dit facilement. Lazare, c'est ma famille. Donc, en fait, j'ai nulle part ailleurs où... Enfin, j'ai aucune raison d'aller ailleurs. Oui, bien sûr, mais ce que je veux Euh, dire, c'est que si vous avez que des Freddy qui ont envie de rester, Ouais, enfin, Freddy, c'est un cas, c'est un des cas qu'on peut avoir, mais on a aussi des jeunes. Euh, et en fait, ça tourne de façon assez récurrente, hein. Souvent, les gens restent 2 ans et puis ils partent. Il y d'accord. a des jeunes aussi qu'on aide un peu à partir. On a eu Simon à Nantes. Simon, il a eu des hauts débats avec l'alcool, il s'en sortait pas. Il parlait de passer son code, etc. Il avait une trentaine d'années. En fait, ça avançait pas. Ça faisait peut-être 4 ans qu'il était là. Un jour, on lui a dit, bah, en fait, là, on te rend pas service en te laissant ici. À Lazare, il faut qu'on trouve un projet. Finalement, il est rentré chez sa mère à la campagne. Et puis, en fait, depuis qu'il est parti, là, ça fait 1 an, je pense, à peu près. Il n'a pas bu une goutte. Il s'est retrouvé un petit studio pas très loin de chez sa mère et en fait, il renaît petit à petit, il retrouve confiance en lui. En fait, la ville lui convenait pas tant que ça. Il est un peu agoraphobe, il s'encroutait un peu. Enfin, et en fait, parfois, on met un peu des coups de pied. Enfin, gentiment, on accompagne les gens, on les remet pas à la rue, bien sûr, mais en fait, parfois, c'est salutaire pour eux. Il y a eu Fredo qui s'est disputé une fois avec un de ses colocs, ils se sont battus. Sauf que Fredo, bah, il boit. Son coloc d'homme, il avait connu un père violent, alcoolique. En fait, il y a un moment, on a dû leur dire, vous pouvez plus vivre ensemble, on est désolé Fredo, mais en fait, tu dois partir. Alors qu'en Fredo est plus, parti. l'alcool est interdit dans les maisons. L'alcool est interdit dans les maisons. Après, on a des gens, enfin, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des addictions, donc Ouais, c'est assez régulier qu'il y ait quelqu'un qui rentre un peu aviné d'accord. au dîner de coloc, etc. En revanche, on lui dit, bah, tu peux pas participer au dîner de coloc si tu es dans cet état-là. Enfin, bien sûr, il y a des mesures et on considère qu'il n'a pas été au dîner de coloc. Enfin, donc, interdiction de faire rentrer de l'alcool, en tout cas, dans les maisons. Même nous, quand jeunes actifs, qui n'avons pas trop de soucis avec l'alcool, par solidarité, en fait, on ne boit pas d'alcool, même entre nous, en dehors de la maison. C'est vraiment c'est vraiment un engagement fort, quoi. Et Fredo, donc, se retrouve dehors. On l'a mis dehors, quoi. Et en fait, ça a été un tel électrochoc qu'il a fait une cure. Ouais. Euh, il n'a pas bu pendant 8 mois, là, et il a réintégré une maison en studio, la deuxième maison de Nantes qui vient d'ouvrir. Et là, il recommence à travailler un peu. Il fait des sandwichs de temps en temps le matin pour une boulangerie. Ouais. Donc, en fait, ça l'a un peu sauvé, quoi, le fait qu'on soit ferme et qu'on soit juste avec lui et qu'on applique les règles jusqu'au bout. Et donc là, ce Donc, que tu me disais aussi, c'est que Lazare, vous êtes en train de, enfin, vous êtes aussi à l'étranger, à Mexico. ouais, on a ouvert à Mexico en avril. Ouais. Donc ça, c'est une autre réalité. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'on veut, c'est s'inculturer un peu dans le pays et pas arriver avec notre modèle et l'imposer. Donc on trouve des équipes bénévoles sur place locales. Et puis on essaie de comprendre le pays, de trouver une maison, etc. Donc Mexico, c'est une réalité qui est encore plus, comment dire, il y a un fossé énorme entre les jeunes actifs qui sont fils quasiment de gens millionnaires et les gars de la rue qui, en fait, avaient une arme, étaient camés. Ouais. Alors, nous, on a aussi des gens qui ont fait de la prison, mais là, c'est vraiment des gens qui ont des passifs assez lourds. Donc, il y a vraiment un énorme gap et puis faut s'adapter à ça. Et puis aussi, les réalités locales font que ils font du pain, ils font plein de trucs et ils ont commencé à monter pas mal de trucs
d'activités pour pouvoir gagner de l'argent pour les arts. C'est assez intéressant de voir ça. Il y a Bruxelles. On a une grosse maison à Bruxelles. En fait, on a 4 maisons autour d'un jardin dans Etterbeek, donc qui est un peu le 16e parisien local. Donc un quartier assez cossu. On a ouvert Genève. On a Madrid, bientôt Barcelone, là en janvier, ça ouvre en janvier. Et puis Londres qui va ouvrir bientôt. Ok, super. On va passer aux questions de la fin parce que ça fait un bon bout de temps qu'on discute déjà. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, Aliénor? Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de gagner ma liberté et de me découvrir vivante. En fait, c'est un peu mon chemin de vie. Et là, dans la com, j'essaye vraiment de permettre aux gens de le devenir via les témoignages de nos collègues. Je trouve que c'est tellement fort les rencontres qu'on peut faire, de casser toutes ces barrières, de casser tous les préjugés, les peurs que les gens ont. Je pense qu'en regardant nos collègues vivre, en les voyant se relever, bah vraiment, on peut mettre le feu au monde. Qu'est-ce qui te met en colère? Je sais, enfin, nous, on essaye de ne pas être trop dans l'indignation, donc vraiment la colère, c'est pas forcément une émotion que j'exploite beaucoup. Non, non, mais tu peux dire Je réfléchis, hein. d'accord. Moi, je pense que, en fait, j'essaye d'être vraie dans ce que je fais, que nos témoignages soient spontanés, etc. Ce qui pourrait me mettre en colère, mais en fait, ça m'est jamais arrivé. C'est que quelqu'un pense on fait tout ça pour autre chose, qu'on a un intérêt derrière, enfin, que c'est pas complètement gratuit, quoi. Et dans les maisons Lazare, vous avez autant de locataires hommes que de locataires femmes? On a un peu moins de femmes. En fait, on a du mal, on se rend compte, à trouver des femmes qui sont prêtes à venir. C'est un peu un mystère. On se demande si, en fait, c'est peut-être qu'elles sont cachées. Elles ont du mal à croire il y a des places dans un endroit qui soit safe pour elles. Elles ont une mauvaise, elles ont pas un bon, comment dire, elles n'ont pas Elles une sont bonne méfiantes? idée. Ouais, elles sont méfiantes. En fait, je crois que la halte de nuit, etc., mais en fait, c'est tellement violent, tu te fais agresser, tu te fais voler des trucs, qu'elles préfèrent ne pas y aller. Et du coup, il y a vraiment une méfiance, quoi. Mais on crée à chaque fois des appartements de femmes. Mais là, par exemple, à Nantes, la deuxième maison de Nantes, on a 5 places. On attend là de trouver des femmes. Je crois qu'il y a eu quelques entretiens là, cette semaine, donc ça va peut-être enfin aboutir. On a eu Catherine, qui est une amie de la rue à Nantes, qui venait nous voir, qui était prête à emménager et en fait qui est retombée dans l'alcool et qui est un peu sous la coupe de personnes qui la protègent. Mais du coup, elle est en groupe, je crois qu'elle a un copain. Enfin là, ça commence à être un peu compliqué, je crois, sa vie. Du coup, là, à chaque fois qu'on la croise dans la rue, on lui dit, mais on t'attend, ta place est dispo. Elle nous demande si sa place est encore dispo, mais Ouais. elle vient pas. Le problème, c'est qu'on peut pas forcer les gens à... En fait, on peut pas sauver les gens à leur place. Et donc, si elle fait pas la démarche de venir, c'est compliqué. On lui a dit de parler de Lazare à des femmes qu'elle croisait dans la rue. Elle a dit, en fait, les femmes ont peur, elles ne ont pas confiance, elles n'osent même pas venir. Donc, il y a un petit mélange de honte, de méfiance. Donc, de fait, on a à Lille, par exemple, c'était un appartement de femmes à l'origine et en fait, ça fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas assez de volontaires. Je sais pas, c'est un peu capoté. Donc, on a remis un appartement d'hommes en attendant de pouvoir en mettre, retenter l'expérience à côté une fois qu'on sera bien implanté. Ouais, ce sera peut-être votre prochain challenge de, Mm. de, je sais pas, enfin non, parce que tu me dis que vous essayez évidemment que vous les rassurez au maximum, mais faire un peu baisser cette méfiance que les femmes ont et de leur dire que oui, ça existe une colocation, comme tu disais, comme on disait en off tout à l'heure, quoi, quelque chose de propre où elles sont en Mm. sécurité et qui vont les faire avancer. Ouais, c'est ça. On a Jade là qui est toute jeune, hein, elle doit avoir 24 ans, qui est arrivée dans la maison de Nantes. Elle a passé plusieurs mois à la rue. Euh, elle disait qu'elle avait déjà essayé une autre association. Il y avait une colloque de femmes. Alors, c'était des femmes, que des femmes en galère qui étaient mises entre elles. Elle disait que ça s'était pas bien passé, que c'était pas bienveillant et que ça fait peur aussi les colloques de femmes, en fait, bizarrement. On se dit,
Freddy, elle disait, mais avant moi d'arriver à Lazare, je me disais, mais en coloc avec 7 autres filles, on va se taper dessus, enfin, ça va être mesquin, quoi. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'esprit. On a un esprit hyper familial, hyper bienveillant. Et du coup, là, les gens, ils se sentent bien, quoi. Jade, elle devait repartir voir ses parents en Nouvelle-Calédonie. En fait, elle a repoussé ses billets plusieurs fois parce qu'en fait, elle est bien ici. Ouais. Donc, mais en fait, les femmes, il y a peut-être un côté un peu plus sauvage. Faut avoir le temps. Il y a un temps d'apprivoisement qui est plus long. Il faut qu'elles soient en confiance. Ça prend vraiment pas mal de temps. Mais on voit que ça apporte des fruits enfin, vraiment incroyables, hein. Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Aliénor? Je sais pas. En fait, j'essaie de pas appartenir à un genre. J'essaie de devenir ce que je suis et d'être moi-même, justement, en essayant de pas être un genre. C'est déjà pas mal. Merci Aliénor et puis longue vie aux Maisons Lazare, c'est un très beau projet. Merci alors. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!